Bienvenue à la deuxième partie. Je me sentais obligé de faire une deuxième partie, puis je vais peut-être en faire d'autres parce que j'ai évidemment oublié plusieurs choses à mentionner. La première vidéo avait absolument aucune prétention. Là. Je voulais pas faire le tour complètement de cette game-là, ce qui serait complètement absurde de faire ça en 10 minutes. Donc je voulais apporter des précisions importantes. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'histoire des counterfeits et puis des lots. J'avais donné comme exemple, on va prendre ici, on va prendre PokerStove. J'avais donné un exemple d'un lot sur un board. Donc, si ici vous avez un board comme 2, 4 avec une queen, la note lot ici va être As-2. Mais quand je dis la note, c'est comme dans n'importe quelle sorte de poker. C'est pas parce que tu as la note au flop que tu vas avoir la note au turn, que tu vas avoir la note sur la river. Donc, ici, si quelqu'un a As-3, il va avoir la note. Par contre, quand on parle de counterfeit, si ici, le tournant, par exemple, est un 3, là, la note, ça sera plus As-3. La note, ici, va devenir As-5 pour ce qu'on appelle la wheel. La wheel, c'est la straight de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une main qui est vraiment forte parce que non seulement ça te donne un lot, ça te donne notre lot, mais en même temps, ça te donne une straight. Donc, tu n'as pas tout le temps le meilleur high, mais on s'entend que quand tu as une straight, généralement, il y a des bonnes chances que tu remportes la main. Une autre chose aussi, je voulais parler des probabilités. J'avais dit dans la partie 1 que c'était plus difficile au Omaha, ILO, de connaître les probabilités. Les probabilités de se voir dealer une certaine main, les probabilités de compléter un tirage. Juste des statistiques qui vont vous aider, évidemment. 60% du temps, un board de 5 cartes va avoir au moins 3 lots. 40% du temps, il n'y aura pas 3 lots. Il y a 5% des chances pour qu'il n'y ait aucun lot. Il y a 32% des chances, quand je parle de chances, c'est sur les 5 cartes du board. Il y a 32% des chances qu'il y ait 2 lots sur le board. Il y a 46% des chances... Non, pardon, c'est 46% des chances qu'il y ait 2 lots, et puis c'est 60% des chances qu'il y ait 3 lots. Une autre chose aussi, lorsque vous avez 2 lots, et puis qu'il y a 2 lots sur le flop, vous allez avoir 75% des chances de compléter votre main. Donc, les chances que le tournant ou la rivière soit un lot sont de 75%. Si vous avez 2 lots en main, et puis qu'il y a un lot sur le flop, c'est-à-dire frapper un runner low, vous allez avoir 30% des chances que ça arrive. Donc, c'est des informations de base, mais que vous devez savoir. Comme je vous dis, lecture qui est vraiment intéressante, ça provient du Top Plus 2 Magazine, volume 8, numéro 8. Un article de Frank Jérôme qui est vraiment intéressant. Il a écrit plusieurs autres articles aussi. C'est vraiment bien écrit. Je vous dirais de les lire de façon lente, de les relire parce qu'il y a beaucoup de matériel. C'est vraiment lourd. Ça peut paraître compliqué, mais ça vaut vraiment la peine de s'investir. Si jamais vous voulez améliorer votre game, ça vaut vraiment la peine. Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est l'équité des mains. Bon, ça peut avoir l'air d'être assez basic, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, comme je vous ai déjà dit, la meilleure main que vous pouvez avoir, c'est une paire d'as avec 2 et 3, double assortie. Donc, évidemment, on a une overpair tout le temps. On peut faire 2 sortes de flush. Et puis, le fait d'avoir un 3 ici va nous protéger justement pour les counterfeits. Donc, si le board a un 2, ben, on peut utiliser notre As puis notre 3 pour faire un lot. Donc, on peut utiliser l'As ou le 2, l'As ou le 3. Puis, s'il y a un As, évidemment, on pourra probablement pas jouer le lot.
mais on a quand même un Brawl d'As. Puis s'il n'y a pas de 2 ou 3, on a quand même 3 lots. Donc c'est vraiment une main qui est extrêmement forte. Et puis si on le prend contre une main, j'ai mis vraiment une main poubelle, là. Je pense que j'en avais déjà parlé. Les mains milieu comme ça, les 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, des mains avec lesquelles on n'aura jamais un lot, ou quasiment jamais. En fait, on pourra avoir un lot avec 7, 8, mais ça reste un lot qui est très très faible. On a rarement un high. On peut pas faire de flush. Donc, ce genre de main-là, vous allez jouer ça jamais, d'aucune position. Donc, la différence d'équité qu'il y a entre ces deux mains-là, ici, qui sont deux mains extrêmes, c'est 67-32. Je ne sais pas si on voit bien ici le 32. Donc, 67-32. C'est sûr que l'équité est quand même plus rapprochée que si vous prenez une main de Hold'em. Donc, si on fait la même chose avec le Hold'em ici, donc, vous prenez la nuts pré-flop versus, on va se donner ici 2-3 off, c'est 87-12. Donc, c'est sûr que l'écart pré-flop est plus grand. Par contre, le gros de cette game-là, c'est le edge que vous allez avoir post-flop. Donc, je l'ai répété 5-6 fois dans la première vidéo, mais les erreurs que les débutants vont faire, c'est de jouer souvent juste une partie du pot. Ils vont juste jouer notre slow, ils vont juste jouer notre side. Donc, le edge que vous allez avoir post-flop est énorme. C'est la raison aussi pour laquelle vous allez vouloir jouer du pot limit Omaha 8 ou du limit Omaha. Je sais pas si c'est sur tous les sites, mais sur PokerStars, il y a des tables de No Limit Omaha 8. Je sais que ça attire beaucoup les fiches, mais c'est quelque chose qui est moins intéressant, puis je trouve ça un peu plus de gambling, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont aller all-in systématiquement pré-flop, et puis comme on l'a vu ici, la différence d'écart d'équité entre les mains n'est pas si grande. Donc, vous, votre but, c'est pas d'aller all-in pré-flop, votre but, c'est d'avoir un flop contre un joueur moyen, et puis de l'exploiter, puis de lui faire des erreurs. Donc, je pense que le no limit est vraiment à proscrire. Vous pouvez jouer du pot limit, du limit. Limit, c'est sûr que, bon, si vous êtes des joueurs de no limit hold'em, vous n'allez pas trouver ça sexy, ben mal jouer du limit. Mais je pense que ça peut être une bonne façon d'apprendre à jouer. Personnellement, je préfère le pot limit, mais je pense que c'est juste une question de préférence. Ici, juste en même temps, je vais vous présenter le logiciel. On a vu les deux mains, on a vu l'équité. Si je clique ici, je vais avoir ça de façon un peu plus détaillée. Donc, on a vu ici dans la colonne, la première colonne équité, 67-32. As 2-3 va gagner le high, 60% versus 39%. Zéro possibilité de split pour le high. 47% du temps va gagner le low. 5% du temps va gagner le low. C'est vraiment ici que il y a une grosse différence entre les deux. Quand on parle de scoop, ici, le pourcentage, c'est le fait de gagner le high et le low. Donc, quand vous gagnez soit le high ou le low, vous gagnez une partie du pot, mais quand vous remportez les deux, puis c'est vraiment ça votre but, c'est de scooper le maximum de potes. Ou au pire, comme je l'ai dit aussi, d'avoir nuts low, nuts high contre un joueur qui va juste avoir nuts low. Donc, si le pot est de 100$, vous avez nuts high, nuts low, votre adversaire a nuts low, vous allez remporter 75%, 75$ du pot, votre adversaire va remporter 25$. Et puis souvent, la beauté de la chose, c'est que sur les sites, ça va quand même assez vite. Et puis un fiche qui joue avec un bon stack, qui est pas trop attentif ou qui joue plusieurs tables, souvent il va juste voir qu'il y a une partie de l'argent qui va y revenir, mais il se rendra même pas compte que sur le 100$, il a juste reçu 25$. Donc il va se dire « Ah, ok, c'est beau, j'ai gagné une partie du pot, je suis correct. » Il va continuer à cliquer les boutons. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, là. Même des fois, quand je joue plusieurs tables, j'ai l'impression que j'ai gagné un bon pot, mais finalement, j'ai juste gagné le quart du pot. Une autre chose qui est importante, sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est la lecture des boards.
C'est-à-dire que quand vous êtes au Hold'em, c'est plus facile parce que vous avez 2 cartes et puis vous jouez juste le high. Tandis que quand vous jouez le Omaha, ça peut prendre de l'exercice. Donc, juste voir, tirer des automatismes. Quand vous voyez un board, ok, ça c'est un board qui m'est favorable, c'est un board qui m'est pas favorable. Donc, non seulement il faut regarder le high, il faut regarder le low, il faut regarder est-ce qu'on a des cartes pour se backer si le board nous counterfeit. Donc, comme je l'ai dit, donc des mains qui sont intéressantes à jouer, là, bon, sans parler de la note ici, disons une paire d'as. Ici, ce qui est intéressant avec cette main-là, c'est que vous avez une carte pour vous protéger contre le counterfeit. Donc, pour utiliser l'eau, vous pouvez utiliser As-3, mais s'il y a un 3 sur le board, vous pouvez utiliser aussi As-5. Donc, c'est vraiment important d'analyser ça lorsque vous analysez la texture des boards. J'ai-tu des cartes qui vont me backer si jamais je me fais counterfeit? Donc, pour lire les boards, ça peut prendre quand même plusieurs heures là, juste pour s'habituer. Je vais arrêter ici parce que je ne veux pas faire de vidéo de plus que 12 minutes. Et puis, je vais probablement faire une troisième partie si je vois qu'il y a d'autres trucs à préciser.